Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission avec notre invitée aujourd'hui, Marine Arjoux, cofondatrice de l'École à l'envers. Bonjour Pierre-Yves Réveillon. Bonjour Doris. Merci de nous rejoindre pour Le goût d'entreprendre. Vous êtes un de nos précieux référents éthiques sur Radio Présence. Et première question, Pierre-Yves, à notre invitée, Marine Arjoux. Il y a quelque chose qui m'a frappé en allant sur votre site, c'est que vous êtes installé à Verfeil. Dans la banlieue de Toulouse. Et c'est là où il y a le cimetière des petites filles modèles. Je ne savais pas. Vous ne le saviez pas. Non. Mais vous, votre modèle, c'est plutôt Mowgli et le livre de la jungle, non ? Je suis assez éloignée de ces stéréotypes, on va dire. En tout cas, j'ai pas envie qu'on réduise l'école à un modèle, une image. Est-ce que vous pourriez préciser un peu votre question ? C'était une simple boutade. D'accord. Non, je voudrais revenir. Ce qui m'a frappé, c'est l'idée qu'un enfant, il faut vraiment le laisser faire ce qu'il veut, en termes d'apprentissage, etc. Donc, vous dites, au début de sa journée, il choisit ce qu'il va faire. Mais il y a quand même une offre au départ. Alors, vous l'avez évoqué un petit peu brièvement, il y a quand même des propositions qui sont faites, j'imagine, par le corps enseignant, je ne sais pas si on a le droit de dire ça d'ailleurs, qui propose un certain nombre de choses dans lesquelles l'enfant va aller puiser, choisir ce qu'il veut faire, etc. Il n'invente rien, en fait, à ce niveau-là. Ou il peut inventer. Alors évidemment, il peut inventer. Ce que je voudrais souligner, c'est que nous, notre rôle en tant qu'adultes de l'école à l'envers, c'est rendre le milieu le plus riche possible. Mais l'idée n'était pas de remplir l'école de matériel pédagogique, etc. C'était aussi de laisser la place aux jeunes de faire des demandes. Donc, tout est possible en fait. Si un jeune décide qu'il a envie d'acheter un cheval parce qu'il a envie de faire du cheval. Bon, ça paraît complètement irréaliste comme proposition. Mais peut-être qu'on peut trouver un partenariat avec un centre équestre, on fait un échange pour que le jeune aille aider pour l'entretien des chevaux et qu'en échange, il puisse faire de l'équitation. Rien n'est exclu. Donc nous, notre rôle ne sera jamais de proposer quelque chose à destination des enfants. Par contre, nous proposons pour nous, parce que nous avons des activités, que ça aille de la couture à la comptabilité, tout ça c'est dans l'environnement, puisque pour faire fonctionner une école, il y a beaucoup de compétences qui sont sollicitées. Après, chacun d'entre nous, évidemment, dans l'équipe, on a des compétences très très diverses, de par nos parcours professionnels et puis nos goûts personnels. Voilà, formation de prof de français, formation dans l'édition, on a plusieurs personnes, on est plusieurs à être formés en communication non violente, atelier de communication avec les enfants, l'un d'entre nous est formé en pédagogie Montessori, il y a un animateur qui a fait des années en centre jeunesse, de la communication, il y a beaucoup de compétences présentes, mais on ne va pas les proposer comme ça. On va pas proposer en disant est-ce que tu veux faire un cours d'anglais ? Non, mais par contre, il se trouve que ça vient. Et que dans d'autres, là, il y a une école, par exemple, l'école dynamique à Paris, qui est sur le même modèle, un groupe d'enfants a dit, moi j'aimerais bien qu'on fasse des cours d'italien. Alors nous, notre rôle, ça va être de rendre possible, ou d'aiguiller les enfants pour qu'ils arrivent à mettre en place les moyens dont ils ont besoin pour faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de limite. Mais alors, comment s'insère là-dedans l'acquisition des savoirs fondamentaux dont parlait Doris tout à l'heure, la lecture, l'écriture, etc. J'ai vu dans vos exemples qu'il y avait une fille qui avait appris à lire à 14 ans. Alors, c'est pas nos exemples. Ça, c'est l'exemple de la Sudbury Valley School. Alors, c'est intéressant, vous parlez de la lecture. D'abord, j'aimerais bien remettre un peu les choses au clair sur l'éducation nationale, parce qu'on interroge les structures alternatives, mais on s'interroge pas sur l'éducation nationale. Céline Alvarez, qui a écrit donc Les lois naturelles de l'enfant, qui, elle aussi, repense l'apprentissage à la lumière des neurosciences, part du constat, qui est le constat du Haut Conseil à l'éducation, que à la fin du CM2, il y a 4 enfants sur 10, donc ça veut dire 40% des enfants qui ne maîtrisent pas les compétences de base de lecture, d'écriture et de calcul. Donc j'aimerais remettre ça en place, parce que le système traditionnel échoue là-dessus aussi, parce qu'on ne suit pas on ne connaît pas assez le fonctionnement de l'apprentissage de l'enfant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la mixité des âges présente dans notre école fait que beaucoup des apprentissages fondamentaux se font avec les pairs. C'est-à-dire que l'apprentissage de la lecture se fait aussi parce que les enfants en ont besoin,
parce que autour de lui, il va avoir un enfant de 10 ans qui est en train de lire Harry Potter, par exemple. Donc il y a beaucoup des apprentissages fondamentaux qui se font en interaction avec les pairs, naturellement parce qu'on en a besoin. Parce que c'est un désir de pouvoir lire ne serait-ce que toutes les pancartes qu'il y a dans notre école. C'est nécessaire, on en a besoin. Donc ça se fait assez naturellement. Après, évidemment, nous, on peut être là s'il y a une demande, mais c'est pas forcément nous. Ça peut être un adolescent de 17 ans qui va aiguiller un enfant pour lui dire comment est-ce qu'on prononce cette lettre. Est-ce que vous avez un profil particulier d'enfants que vous accueillez dans vos écoles ? Ou est-ce que vous avez des demandes particulières de parents ? Alors, pour ce qui est... évidemment, ce qui est intéressant, c'est que nous accueillons beaucoup d'enfants qui ne sont pas adaptés au système traditionnel, qui sont en souffrance. Il y a beaucoup de souffrance dans le système traditionnel. Et là, j'ai envie de dire, je parle pas que des enfants, je parle aussi des enseignants qui ont du mal à faire à la fois, ils ont envie d'aider les jeunes, mais ils s'aperçoivent que c'est un peu compliqué dans les limites que sont celles du système traditionnel. Donc évidemment, beaucoup de jeunes, d'adolescents qui n'arrivent pas à trouver leur place, qui sont diagnostiqués précoces, qui ont des enfants dyslexiques, par exemple. Par exemple, il n'y a pas de dyslexie dans une école démocratique, ça n'existe pas. Et alors, vous parlez de l'apprentissage de la lecture, en fait, ça c'est pareil, c'est très intéressant de voir ce que la science a dit sur ça. Le cerveau de l'enfant n'est pas prêt au même âge pour la lecture. C'est faux que tout le monde est prêt à 6 ans pour lire. Donc il y en a qui sont prêts à 4 ans. Et qui sont extrêmement frustrés de devoir attendre 6 ans. Et il y en a d'autres qui sont prêts à 13 ans. Et c'est intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite justement sur l'apprentissage de la lecture tardif, qui a montré que c'est justement les jeunes qui apprennent tardivement la lecture qui ont les professions les plus intellectuelles. Donc ça permet de relativiser aussi sur nos attentes et puis la projection que nous, on peut avoir de nos peurs de pas acquérir les fondamentaux. En fait, ça se passe. Et ça se passe pas pour tout le monde au même moment. Pierre-Yves, une autre question. Si je prolonge un peu la question de Doris. Est-ce que ce système n'est pas finalement un peu élitiste quelque part ? Parce que ça suppose que des parents soient extrêmement impliqués dans l'éducation de leurs enfants pour détecter ces choses-là et avoir envie d'aller vers vous. Il y a quand même... Et la suite de la question, c'est est-ce que c'est éventuellement généralisable ? Alors, je répondrai donc à la première. Est-ce que c'est élitiste ? En fait... Les enfants qui peuvent se retrouver dans une école comme ça suppose effectivement que les parents se posent des questions ou en tout cas essaient de chercher des solutions au mal-être de leurs enfants. Enfin, en tout cas, là, je parle pour les adolescents. Pour les petits, ça peut être des enfants qui ne sont pas allés à l'école jusqu'à tard, qui sont en instruction en famille, et les enfants désirent intégrer une structure qui soit plus communautaire. Alors, évidemment, ça suppose que les parents sont en capacité de se poser la question, est-ce qu'il peut y avoir une autre solution pour mon enfant ? Effectivement, si vous dites, est-ce que c'est élitiste et que vous entendez ça, est-ce que ça suppose que les parents sont en capacité de se poser la question ? Oui. Pour l'instant, oui. Vu le nombre d'écoles démocratiques en France, évidemment, ça émane d'une recherche de la part du parent. Il n'y a pas des écoles démocratiques dans toutes les villes de France. Donc ça suppose qu'il y a une recherche. Et ça suppose que, au départ, il y a une volonté de recherche. Après, ça peut venir du jeune. On a déjà rencontré des jeunes qui sont eux-mêmes arrivés à notre système, parce qu'ils ont cherché sur Internet, parce qu'aujourd'hui, il y a cet outil-là. Et la deuxième question ? Sur votre site, vous avez l'air de dire que les parents ont l'obsession du baccalauréat comme étant le passage obligé. Le sésame, oui. Bien sûr, pour accéder aux études supérieures. Oui. Il y a même dans vos questions-réponses des questions là-dessus. Donc, c'est quand même une minorité de parents qui vont être dans une logique école à l'envers, peut-être. Alors, ça suppose de faire confiance, mais ça suppose aussi de s'informer sur ce qu'on découvre sur le cerveau. Effectivement, ça suppose un certain lâcher-prise, pour moi aussi, et vous aussi, parce qu'on est passé par un système traditionnel, on a vécu ça, donc on a du mal à faire un pas de côté pour se dire que peut-être il y a d'autres solutions. Ça suppose ça, effectivement. Le baccalauréat, c'est un sésame pour les gens qui en ont besoin après. Moi, je connais beaucoup d'adultes qui, aujourd'hui, pourraient vivre sans leur baccalauréat, d'une part, et je crois vraiment que quand le baccalauréat, on le passe parce qu'on a un désir derrière, on y arrive. Et il y a des adultes qui tardivement repassent leur baccalauréat parce qu'ils en ont besoin pour une formation ou je ne sais quoi. Effectivement, il faut se sortir de cette idée, parce que c'est une croyance qu'on a tous, que les savoirs de l'enfant ne s'acquièrent que parce qu'ils exécutent une tâche qui leur a été donnée par un adulte. Parce que c'est faux.
Marie, je voudrais revenir sur votre entreprise. Est-ce qu'on peut parler d'une entreprise ? Oui. Vous êtes fondatrice, cofondatrice, combien êtes-vous ? Alors, actuellement, nous sommes 4 dans l'équipe. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'une entreprise ? Oui et non. À but non lucratif, en tout cas. L'objectif, c'est quand même que chacun d'entre nous arrive à se salarier dans l'école. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une école non subventionnée par l'État, donc c'est une école payante. Ouais. Nous avons fait le choix d'avoir des frais de scolarité qui sont absolument indexés sur le revenu des parents. C'est-à-dire actuellement, si je prends là les membres qu'on a actuellement, c'est uniquement des familles à petits revenus. Donc, vous pouvez nous donner une fourchette ? Oui, alors les frais de scolarité sont de 125 € par mois minimum. Et à partir de 12 000 € de revenus du foyer par an, c'est un calcul un peu compliqué, c'est 13% du revenu familial après impôt théorique. Voilà. Ah oui, effectivement. Alors là, donc si vous avez besoin de précision, il faut nous envoyer un mail, on vous calculera tout ça. Mais voilà, ça donne. Là, on a des frais de scolarité qui s'élèvent entre 125 et 300 € à peu près par mois. Ça peut aller jusqu'à 300 € par mois. Ça peut aller jusqu'à plus même. Hein. D'accord. Alors, qui êtes-vous derrière, j'allais dire, cette structure, derrière l'école à l'envers ? Vous êtes 4, c'est ça ? Nous sommes 4, oui. Qui êtes-vous ? Quels sont vos profils ? Alors, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Enseignant, une personne qui vient du monde de l'édition, un animateur de centre de loisirs, et une 4e personne qui a un parcours au sein de l'éducation nationale sur des ateliers artistiques notamment. Bon là c'est des casquettes très étiquetées, hein. On a d'autres cordes à nos arcs, mais en tout cas c'est ça les milieux professionnels dont on vient principalement. Pierre-Yves. Les enfants qui sont dans cette école, quand ils rentrent à la maison le soir, comment ça se passe ? Alors, je ne sais pas... Non, évidemment, il n'y a pas de devoir. Je ne sais pas comment ça se passe à la maison, mais je sais, par les retours qu'on peut avoir depuis l'ouverture de l'école, qu'il y a beaucoup d'apaisement. Pour certains jeunes, en tout cas, on a une maman qui nous a dit que son fils était transformé... que c'était incroyable. Voilà, il n'y a pas de notes non plus. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation extérieure. Vous voulez d'autres ? Vous n'avez pas la révolution du style « je fais ce que je veux ou je veux quand je veux ». En fait, il ne faut pas confondre la liberté et l'anarchie. En fait, la liberté au sein de notre école, ça sous-entend que chacun peut être libre. Donc, c'est extrêmement contraignant pour chacun. Parce que ça suppose qu'à chaque instant, on prend en compte qu'on n'est pas seul et qu'on est dans un groupe. Et à ce titre-là, il y a beaucoup de règles qu'il faut qu'on respecte, sûrement plus qu'à la maison. Dernière question, Pierre-Yves. Vous allez jusqu'à dire que c'est plus risqué de faire ses études dans le système traditionnel que chez vous. Comment vous pouvez dire une chose pareille ? Alors, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein ? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est plus risqué, ce qu'il y a, c'est que je crois que l'épanouissement personnel passe par cette liberté-là. Et que parfois, on l'apprend après 18 ans, après avoir passé le bac, on part 1 an en voyage et on arrive à reconquérir cette forme de connaissance de soi. Pour moi, là où c'est pas risqué d'avoir des enfants qui sont dans une école démocratique, c'est que ce sont des enfants qui ont une grande confiance en eux et qui n'ont pas de peur par rapport aux autres et qui sont dans l'élan d'aller vers les autres. Parce que ça, c'est une disposition naturelle du cerveau aussi que nous, on encourage. Donc, qui vont vers les autres et qui sont capables d'aller chercher ce dont ils ont besoin pour leur réalisation personnelle. Est-ce qu'un enfant qui a été élevé dans une école libérée va forcément chercher une entreprise libérée pour travailler ? Ce serait peut-être bien. En tout cas, c'est sans doute quelqu'un sur qui les rapports de pouvoir auront moins de poids. Donc oui, peut-être. Merci Marine Arjoux. On peut vous joindre facilement parce que je suppose que nos auditeurs vont avoir pas mal de questions à vous poser. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet ? C'est l'écolealenvers@gmail.com. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. N'hésitez pas à nous joindre. contact@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.